Bien, bonjour mes petits pélicans malfaisants. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que je suis présent pour vous offrir mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC Vegas 19 Blades contre Lewis. Puis, guys, je vais vous avouer que plus le temps avance, plus je me demande pourquoi je fais une vidéo pour parler de ces hosties de cartes-là à toutes les semaines. Tu sais, tabarnouche. Je pense que ça va être une vidéo de talk shit plus qu'une vidéo d'analyse et prédiction parce que de un, il y a 15 combats sur cette carte-là. De deux, c'est pas une bonne carte. De trois, y a-tu vraiment des analyses profondes à faire sur fucking Curtis Blades contre Derrick Lewis? Fait qu'on va commencer immédiatement. On va parler des 15 foutus combats qu'il y a sur cette carte-là. Encore dans un ordre qui fait aucun sens parce qu'ils ont probablement pris le pire fucking combat sur la carte puis nous l'ont planté dans le co-main event. Fait que c'est à ne rien y comprendre pourquoi. Ça arrive tout ça, littéralement. Pourquoi qu'on a une carte de 15 combats qui arrivé samedi soir va sûrement rester 12 ennemis, puis qu'un gars qui était supposé de se battre contre un tel va finalement se battre contre un autre tel, puis qu'il va avoir deux autres nouveaux qui vont arriver de nulle part, puis plein de petites affaires qui ont absolument aucun bon sens. Mais ça a l'air que c'est ça le MMA en 2021. Un paquet de petites cartes bâtards qu'on s'en crisse, que je sais même pas pourquoi qu'on en parle. Puis une fois de temps en temps, comme la fin de semaine dernière, puis quelques Fight Night, ben des pay-per-view, puis des cartes avec des bons combats qui veulent vraiment dire de quoi. Aïe, aïe, bref. Curtis Blades, Derrick Lewis. Il y a deux façons que ce combat-là peut se passer. La caméra, elle gèle encore. Shout out à la caméra. Switch up, Civ. Ah, je fixe ça, mais j'ai pas le temps. Bon, bonsoir à vous, esti. Deux façons que ça se passe, là, Derrick Lewis contre Curtis Blades, entre vous et moi. La première, Curtis Blades out-wrestle Derrick Lewis. La deuxième, Curtis Blades out-wrestle Derrick Lewis et se gaz out assez pour qu'il se fasse knocker en fin de combat. Piquez à celle que vous préférez. Moi, je pense que la réponse est probablement la première. Pour cette raison-là, j'ai Derrick Lewis par TKO Ground and Pound au round 4. Co-main event de la soirée. Ketlen Vieira, Yana Kunitskaya. Est-ce que vous vous rappelez du dernier combat de Yana Kunitskaya? Puis de l'autre d'avant, puis de l'autre d'avant, puis de l'autre d'avant. Probablement pas. Ou peut-être que vous vous en rappelez spécialement parce que c'était un des pires combats que vous avez vu de toute votre crise de vie. Fait que c'est ça. Yana Kunitskaya, ce qu'elle veut faire, c'est être très grande et très grosse et pogner son adversaire et te la colisser contre la cage et ne rien faire et juste s'assurer que son adversaire ne bouge pas de là jusqu'à temps que tout le monde présent dans la salle, c'est-à-dire personne, mais tout le monde qui écoute à la maison, soit endormi bérette. Puis moi, ça tombe bien, c'est toujours de ces moments-là de la carte que je commence à être un peu fatigué par vouloir m'endormir vu que je travaille de nuit puis sur une petite beat fucké puis que souvent j'ai pas dormi de la journée puis que là j'essaie d'écouter une petite carte jusqu'à 1h du matin puis même 10h30, 11h le soir des fois quand tu as des combats de même. Là, c'est dur quand tu es sur un beat de nuit fucké. Fait que, bref, Ketlen Vieira, est-ce qu'elle est assez mauvaise pour se faire ça par Yana Kunitskaya? Tout porte à croire que non. Donc, je pense que Ketlen Vieira. Sauf l'affaire, c'est que Vieira est comme vraiment compétente dans tout, sauf peut-être la lutte. C'est peut-être le moins bon aspect de sa game. C'est une bonne grappler, des fois. Un peu de la misère à amener le combat au sol. Donc, elle n'a pas trop une grosse size difference, par exemple, avec Kunitskaya, donc je vais me baser sur la fille qui a des skills, qui n'est pas juste capable d'amener quelqu'un dans la cage et essayer de s'endormir par-dessus elle pour gagner une décision absolument minable. Donc, Ketlen Vieira par décision ici pour moi. Ensuite, Charles Rosa face à Darrick Minner. Darrick Minner, quand tu parles de quelqu'un qui est la version Dolorama de l'autre, Darrick Minner, c'est la version Dolorama de Charles Rosa. Là. Et si Darrick Minner avait réussi à accomplir tout ce qu'il avait voulu là, dans ses rêves les plus fous dans sa carrière MMA, il serait littéralement Charles Rosa. C'est-à-dire un gars de joue avec des bonnes soumissions qui n'est pas particulièrement un bon lutteur. Darrick Minner, comment il amène le combat au sol, c'est en forçant la guillotine comme un malade mental, là, ne fait que ça, forcer la guillotine, pousse la guillotine, guillotine. Puis après un round, il n'y a absolument plus aucun gaz parce que il a essayé de squeezer des guillotines comme un malade mental pendant un round au complet, puis là, il sent plus ses bras. Et puis après, il perd. Basically. Fait que Darrick Minner, écoute, son win contre TJ Laramie est non seulement le plus grand win de toute sa carrière, et aussi la pire défaite
impossible pour n'importe quel prospect. C'est horrible de perdre contre Derek Minner, selon moi. Et puis, Charles Rosa va y péter à la gueule parce que Charles Rosa, écoute, les analyses de Bloody Elbow que j'écoute, on le dit, puis je trouve que c'est quand même bon. Charles Rosa, là, debout, c'est basically Elias Theodorou. Si ce que Elias Theodorou faisait marchait un peu. Fait que tu sais, il est weird, kick beaucoup, ses punch, ça rentre bizarre. Puis Charles Rosa, justement, ne lutte pas, basically, même si c'est vraiment un très très bon grappler. Puis c'est sa force, le grappling au sol. Et il lutte pas parce qu'il est tellement weird qu'une manie, ses adversaires ne savent pas trop comment le prendre. Puis se retrouvent soit dans le clinch avec lui ou font juste le takedown. Puis c'est un très bon guard grappler. Puis il y a autant des bonnes soumissions de là que des bons sweeps. Fait qu'en tout cas, Charles Rosa par décision, man. C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué partout. Ensuite, un combat absolument hilarant. Alexei Oleinik, Chris Daukaus. Chris Daukaus, là, c'est le heavyweight qui n'est absolument pas un heavyweight. Il est beaucoup trop petit pour cette division-là, mais beaucoup plus rapide que tout le monde. Il est game de laisser aller ses mains. C'est un bon striker qui, justement, génère du bon power, mais il est tellement vite pour les heavyweights que ça leur fait mal. C'est sûr que ça, c'est une très bonne recette pour knocker Alexei Oleinik complètement scellé au premier round. Le problème, là, c'est Chris Daukaus, on l'a vu perdre auparavant, pas dans l'UFC, mais dans sa carrière avant ça. Puis quand il perdait, souvent c'est contre des gens qui ne lui laissaient pas le temps d'établir sa game. Tu vois, Chris Daukaus, dans ses combats qu'il a gagnés dans l'UFC, c'est des gars qui venaient pas trop à lui, là, qui étaient prêts à échanger, mais qui ne lui mettaient pas beaucoup de pression. Puis vous savez qu'Alexei Oleinik, ce qu'il fait, c'est qu'il court, il court, après son adversaire en lançant n'importe quoi qui est dégueulasse entre vous et moi, mais que c'est un gros bonhomme. Fait que quand il réussit à te taguer avec son striking complètement dégueulasse, ça te fait mal quand même. Puis son seul but, c'est de ne pas laisser aucun temps à son adversaire de s'établir debout parce qu'il sait que si Chris Daukaus s'établit debout, il va te le melter bien raide si en dedans de round. Donc, Oleinik va mettre la pression puis va pousser l'action dans le but de shooter un takedown bizarre ou que par pur hasard, les deux se retrouvent dans une genre d'échange de grappling où Oleinik est game d'essayer des Ezekiel choke debout puis plein d'affaires weird. Fait que ça, honnêtement, là, j'ai l'impression que c'est un combat qu'Oleinik gagne par soumission au premier round, même s'il devrait absolument se faire décoller par Daukaus, qui est un bien meilleur striker que lui. J'ai pas vu Daukaus assez bien réagir à la pression à date dans sa carrière pour réagir bien à Alexei Oleinik qui court après comme un assistant malade mental pendant 15 minutes au besoin. Parce que tu le sais qu'Oleinik, après un round, il est complètement gazé, mais va quand même continuer à courir après. C'est ça qu'il fait. Maintenant, Filas Nassourdine Imavov, probablement un des seuls bons combats sur cette carte-là. Imavov, on dirait que j'ai des doutes sur sa présence à 185 livres. Honnêtement, là, c'est pas mal le seul doute que j'ai sur lui parce qu'il est excellent là, at range. C'est un très bon sniper. On l'a vu contre Jordan Williams qui s'appelle, mais Williams, le diabétique là, qui coupe pas de poids, donc il se bat à 185. Ça, on l'a vu, ça a été un bon back and forth fight où Mavov il était vraiment super game d'échanger dans toutes les phases du MMA, mais à son meilleur, ce gars-là, c'est un sniper at range qui réussit à faire mal à son adversaire. Puis là, un moment donné, quand il réussit à y faire mal, il va sauter sur le finish. Puis c'est un très bon finisher. Aussi un bon lutteur, un gars qui est capable de justement, quand ça va pas comme il veut debout, de switch le momentum avec un bon takedown, c'est là. Il y a du bon grappling, du bon top control. Son ground and pound est très dangereux. C'est un bon prospect. C'est quelqu'un que je suis excessivement excité de voir dans l'UFC, que je pensais qu'elle allait se battre à 170 livres. Puis, tu sais, je suis vraiment pas contre le fait que quelqu'un coupe moins de poids et fasse juste se battre plus haut que la catégorie de poids optimale, peut-être disons-le ainsi pour lui. Mais Phil House, man, c'est un monstre là à 185 livres. Puis, ce qu'il faut dire, c'est que Phil House n'a peut-être pas encore particulièrement l'expérience. Et oui, il est rendu quoi là? 9-2. Les deux sont 9-2 d'ailleurs. Un très, très beau prospect fight. Mais Phil House, c'est soit qu'il gagne au premier round ou il perd là, dans sa carrière MMA. Puis oui, ça fait longtemps qu'il n'a pas perdu. Ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné au premier round aussi. Puis
sais, c'est que tous les signes sont là pour me prouver que maintenant, avec les améliorations qu'il a faites dans sa game, devrait être capable de faire un 15 minutes assez aisément, mais je ne l'ai pas encore vu. Puis s'il y a quelqu'un qui va être tough pendant 15 minutes, whatever, c'est Nassourdine Mavov, tu sais. Donc, j'ai toujours cette petite affaire-là dans le back of my mind qui fait que j'ai pas un pick super confiant pour Phil House, mais mon pick, c'est quand même Phil House, parce que Phil House, c'est un excellent lutteur là, à la base, même si c'est pas ça précisément qu'il nous montre là, dans ses combats plus récents. C'est un lutteur, c'est un genre de projet là, à la Aaron Pico. C'était le Aaron Pico avant Aaron Pico là, que justement il s'est fait knocker au Contender Series par Julian Marquez, qui d'autre. Puis là, tout le monde était là, ah, fuck that Phil, là, ça n'a pas rapport, sera jamais bon. Son striking n'a pas évolué, mais c'est un gars qui, comme Gilbert Burns, qui, comme Kamaru Usman et qui, comme plusieurs autres, travaille avec Henry Hooft depuis le début. Puis là, tu vois vraiment que son striking, qui est à l'image justement d'un Usman ou d'un Burns, super basic, mais efficace, ne fait pas de fluff là, fait juste lancer genre des beaux punch drettes qui génèrent beaucoup de power parce que, évidemment, le gars, c'est un super athlète, c'est un des meilleurs lutteurs collégiales genre de son temps. Donc, évidemment que c'est un super athlète. À 185 livres, il est gros, il est massif, il est musculaire, il est fort. Le seul hic, comme j'ai dit, c'est que je ne l'ai pas vu avoir assez de cage time. Je ne l'ai pas vu plus tard dans des combats quand ça a été rough puis il y a eu de l'opposition. De quoi il a l'air. Mais je pense que je suis assez confiant ici. Fait que je vais prendre Philos par décision. Mais ouf, hein? Pas le combat le plus facile à pick. Ensuite, Andrei Arlovski, Thomas Spinal. Il y a deux façons que ce combat-là se passe. Thomas Spinal melt complètement Andrei Arlovski au premier round puis lui inflige un des rares KO qu'Andrei Arlovski s'est fait infliger récemment. Ou Andrei Arlovski sort encore une performance de vétéran où il varie bien son striking, puis il pousse pas trop le pace parce qu'il sait qu'il peut plus se battre comme un complet Wildman, puis durer 15 minutes, puis fait juste tout bien et efficacement pour gagner une belle décision, quand même serrée, où il perd quand même clairement un round sur le premier, mais qu'il travaille puis construit assez bien son attaque au cours du combat pour qu'à la fin on se dise hey, Andrei Arlovski, as-tu encore gagné ce fight-là? L'affaire que je dois dire, c'est que Thomas Spinal, selon moi, bien qu'il est de loin un des prospects les moins testés qu'Arlovski a affronté récemment, là, Tanner Bowser beaucoup plus testé que Thomas Spinal. Même Philippe Lins beaucoup plus testé que Thomas Spinal. Philippe Lins a quand même gagné une saison de la PFL. Fait que, même si ça va pas bien pour lui dans l'UFC, c'est pas un mauvais heavyweight. Thomas Spinal beaucoup moins testé, mais quand même genre de boxeur pro super long qui génère du power puis qui est puissant puis que je pense pas que si ce combat-là s'en va à la décision, Aspinall va gagner. Fait que c'est pour cette raison-là que je pique Andrei Arlovski parce que weirdly enough, il réussit à survivre tout le temps puis à se rendre à la décision puis à gagner ces combats-là récemment avec des performances de vétérans, vraiment de vétérans. Mais si je regarde tous les gars, justement, les Tanner Bowser, que oui, il est très bon, est-ce que c'est un grand knockout artist? Vraiment pas. Aspinall, c'est vraiment un knockout artist. Puis c'est probablement le gars qui a le plus de chances d'allumer complètement Andrei Arlovski depuis Jersey Rosenstrike. Donc, j'ai quand même Arlovski par décision ici. Et puis, c'est ça. Ça nous mène au prelim. Et le main event des prelims, c'est Jared Gordon face à Danny Chavez. Puis là, Danny Chavez, écoute, Danny Chavez, je me dis, c'est un nouveau, ça, faire Danny Chavez. J'ai jamais entendu Danny Chavez. C'est un gars, c'est son premier combat UFC, de quoi de même. Puis là, je vois son apologie. Puis là, je me rends compte qu'il y a déjà une victoire dans l'UFC. Fait que là, je me dis, ah ben, ça doit être un des 530 combats que j'ai vus l'an passé. Puis que j'écris ça, je m'en rappelle pas. Fait qu'est-ce que Danny Chavez va avoir le pace, va être capable de dealer avec le pace de Jared Gordon qui lance genre 300 coups de poing par combat. Puis qui shoot 20 takedowns par combat au besoin. Puis qui arrête jamais, puis que Jared Gordon, sa seule lacune, c'est son menton. Fait que Danny Chavez, je pense que, à ce que j'ai compris, ça a l'air d'être quand même un bon striker en général. Fait que c'est sûr que s'il est capable de complètement allumer Jared Gordon, il va gagner, mais généralement, il va se faire courir après par un complet crise de malade qui a absolument peur de rien parce que c'est un ancien héroïnomane qui a genre été légalement déclaré mort 3-4 fois, mais qui l'ont réanimé, puis que depuis qu'il fait plus genre ces affaires-là, le gars,
s'en calisse-tu là, de se battre dans une cage? Le gars, il est mort 3 fois. Fait que, il y en a rien à chier. C'est un complet malade mental, puis c'est ça que tu vois dans son style de combat. Il lance un volume incroyable, shoot de takedown, ground and pound au sol, une game de wrestle boxer très très simple, mais genre avec un pace à la Colby Covington, là, basically. Fait qu'est-ce que Danny Chavez, qui a un combat d'expérience dans l'UFC, mais qui est quand même, tu sais, pas un prospect, là, c'est un gars qui a 13, 14 combats pro déjà, fait qu'il il est comme là, mais c'était déjà tous ces combats pro-là, puis tu t'es déjà battu dans l'UFC, puis c'est même pas assez mémorable pour que je me rappelle de toi, moi, la personne qui est supposée justement de se rappeler de tous ces astis de gars-là. Je m'en rappelle pas de Danny Chavez, je m'en rappelle pas pantoute, asti, puis j'irai pas le réécouter son autre asti de combat d'avant parce que je m'en crisse. Fait que Danny Chavez, moi m'en rappeler de lui s'il est capable de battre Jared Gordon puis de dealer avec son pace, mais je pense pas que ça va arriver. Fait que j'ai Darren Gordon par décision. Ensuite, Drakkar Klose, Luis Peña. Eux autres, je m'en rappelle d'eux, puis je me rappelle en tabarnak. Luis Peña, c'est le combattant qui a l'air d'avoir toutes les putains de skills, OK? Puis ça marche pas. Là, il est bon debout, puis qu'est-ce qu'il est grand, puis il est long, puis là, tu vois à range, puis ça flow, puis c'est beau, puis il est pas capable de garder son range. Même si tout ce qu'il fait a tellement l'air beau, puis de marcher, il garde pas son crise de range. Je sais pas pourquoi. Maintenant, arrive dans le clinch, un beau tie clinch, puis des genoux, puis des coups de coude, puis c'est nice, puis il défend bien, puis le gars, c'est un lutteur collégial, esti, puis là, il est dans le clinch, puis pas qu'il se fait takedown, puis là, il est au sol, puis là, il a une belle garde, puis il essaie des affaires weird, puis là, il attache esti ses longs bras avec ses longues jambes, puis il fait un nœud dans son crise d'adversaire, puis là, il passe esti 6 minutes en dessous, en full side control, à tenir ses mains et ses jambes ensemble pour que l'autre doute ne puisse pas rien faire. Puis il perd des rounds. Puis là, après, à la fin du combat, il perd une décision partagée parce qu'il n'y a rien calissé. Puis il comprend pas pourquoi. Puis quand il gagne, il gagne 30-25 contre un dude, genre, puis il dit « Ah non, je suis déçu, d'habitude, je me bats vraiment pas de même. » Ben oui, c'est tout le temps de même, tu te bats, Violent Bob Ross. T'es genre... Je pense que le vrai Bob Ross est plus violent que le Violent Bob Ross, là, basically. Fait que ça, c'est Violent Bob Ross. Puis Drakkar Klose, c'est le gars qui a pas vraiment grand-chose. Pas particulièrement un bon striker, pas particulièrement un bon wrestler, pas particulièrement un bon rien, mais il est pas mauvais dans rien non plus. Puis il fait juste avancer, esti. Puis lui, il fait pas semblant. Drakkar Klose, on l'a vu contre Beneil Dariush. Il n'y a pas les skills à Beneil Dariush, mais assis, il est allé, puis il l'a ébranlé, puis il s'est fait knocker au final. Mais le gars, il prétend pas rien, tu comprends? Il prétend pas être le meilleur, il fait juste, il sait c'est quoi son skill set, puis il a un game plan pour faire gagner ses combats par rapport à son skill set à lui, puis il va juste être là, puis essayer de réaliser son game plan, puis écoute, j'aime mieux le gars qui est un peu moins beau, mais qui sait aussi qu'il s'en va, que le gars qui est assez bon partout, mais qui n'a aucune tabarnak d'idée de comment gagner un fight en général. Fait que j'ai Drakkar Klose par décision dans ce combat-là. Puis ensuite, on a le bon vieux Eddie Wineland face à John Castaneda. Puis Eddie Wineland, c'est juste rendu le dude qui pogne n'importe qui vienne de signer, puis font toi, esti, bats-toi donc contre Eddie Wineland, voir si tu rapport ici. Puis Castaneda, c'en est un autre un peu à la Danny Chavez, là, qu'il y a juste un combat dans l'UFC. Je me rappelle de ce combat-là, par exemple, parce que c'est pas si mauvais que ça. Et puis, il est 17-5, le gars, déjà une vingtaine de pro fight, puis tout, c'est loin d'être un prospect. Puis, il est scrappy. Il est très, très, très scrappy. C'est le genre de gars qui niaise pas avec ça non plus, qui prétend pas rien, va de l'avant, laisse aller ses mains, capable de se battre dans tous les aspects de la game, mais encore là, un peu comme Drakkar Klose, mais je dirais une bonne coche et demie, 2 coches en bas de Drakkar Klose, là. Et un genre de bon all-around fighter qui n'est pas particulièrement bon nulle part. Puis Eddie Wineland, d'après moi, à ce qu'il nous a montré, bien que il est de plus en plus fragile, de moins en moins durable, et est encore un bon striker qui est capable de générer du bon power, de knocker des gars qui n'ont pas rapport là, de donner des bonnes guerres, même si des fois c'est comme un peu plus catch qu'avant, parce qu'avant, c'est comme frappe-moi, je m'en crisse, tu me knockeras pas à moins d'être Renan Barao dans son pic qui me spinning kick d'en face. Là. Tu knockais pas vraiment Eddie Wineland. À Star, c'est plus faisable. Est-ce que John Castaneda est capable de faire ça? Peut-être s'il pogne avec une bonne shot, mais on pensait que Grigory Popov allait peut-être être capable aussi, puis il ne l'a pas été. Fait que, je vais avoir Eddie Wineland par décision aussi, je vous dirais. Et ça nous mène
Un combat qui risque d'être excitant. Nate Landwehr, Julian Erosa, c'est deux gars qui ne savent pas vraiment faire d'autre chose qu'être excitant. Peut-être même à leur détriment. Deux gars qui ont tendance à défendre beaucoup de punch avec leur face. La différence entre les deux, c'est que Nate Landwehr est excessivement tough et durable. C'est fait knocker ou dans l'UFC, oui, par un esti de coup de genou parfaitement timé par Herbert Burns, le frère à Gilbert. Mais sinon, c'est jamais arrivé là, dans sa carrière qu'il s'est fait knocker autrement que ça, qui clairement s'est fait pogner par surprise en tout début de combat. C'est pas genre, oh, check son chin et douteux, là, ça arrive aux meilleurs d'entre eux, là, des fois, de te faire pogner Cole en début de combat avec de quoi que tu t'attendais pas. Tu sais, tu te bats contre un grappler, tu dis, il va me take down, puis le dos, il te tabarnak un coup de genou dans la face dans le clinch, puis c'est genre, the fuck up quand tu te relèves, là. Mais bref. Fait que Landwehr très tough, Julian Erosa très 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 tough, pas aussi durable, n'a pas la même durabilité qu'un Nate Landwehr. Je ne sais pas si Landwehr va être capable de le finir, peut-être, mais j'ai quand même Nate Landwehr dans ce combat-là par décision. Ensuite, deux autres débutants, ben c'est pas deux autres débutants, je pense que c'est le premier combat de débutant sur la carte, oui, définitivement. Rafael Alves, Pat Sabatini, deux autres pas prospects, par exemple. Sabatini, peut-être un peu plus. Il est comme plus en âge prospect, puis il a quand même 16 combats pro. Fait que c'est un gars qui rentre des meilleurs années de sa carrière, là, qui rentre dans l'UFC, puis qu'on va pouvoir déjà le mettre contre des bons fighters, selon moi. Rafael Alves, lui, il est 19-9, ça fait longtemps qu'il est dans son prime, il est peut-être même à la fin de. Et puis ici, on a vraiment un striker versus grappler match-up. Le problème, c'est que le striker est vraiment beaucoup trop down de se retrouver sur son dos parce qu'il a essayé une guillotine mal timée ou une guillotine point. Puis Pat Sabatini, lui, se casse pas la tête avec ça. Il veut essayer de lutter ses adversaires et puis une fois au sol, de les soumettre. C'est ça, sa game, c'est un submission wrestler pur et dur. Et puis, j'aime beaucoup son style. J'aime beaucoup les positions qu'il va chercher au sol. Le gars, il n'a pas peur de pogner un crucifix puis de te coller une coupe de coups de coude dans la face, puis après d'essayer de te faire un Kimura. C'est un bon sauvage, je l'aime bien. Moi, je suis hype de le voir dans l'UFC, puis je pense qu'il va gagner par soumission ici au round 2. Ensuite, Casey O'Neill, un autre grappler qui fait ses débuts dans l'UFC face à Shayna Dobson. Et puis, généralement, une fille qui arrive de même, c'est prédominante lutteuse, wrestle grappler, peut-être même submission wrestler, un peu à la Pat Sabatini, mais ben moins athlétique, ben moins flashy que Pat Sabatini. Là, c'est le jour et à la nuit, mais pas ce même genre de game. Là, veut amener ses adversaires au sol puis essayer de les soumettre ou de les battre avec son ground and pound. C'est plus une fille de ground and pound / rear naked choke que quelqu'un qui va aller chercher des humburbs, des omoplatas, des niaiseries de même. Mais bref, en tout cas, c'est ça qu'elle veut faire. Puis Shayna Dobson, ben, c'est la fille que tu vas probablement battre si t'es pas marié à Gapova, puis tu te gases pas complètement out au premier round. C'est que Shayna Dobson est tough. Elle n'est pas particulièrement très bonne, mais elle est tough. Puis si tu gazes complètement out à essayer de la battre au premier round, puis que tu réussis pas, ben, elle va probablement réussir à comeback puis à win. Mais si tu es moindrement genre intelligent dans la manière que tu utilises ton énergie dans ce combat, ça va être en mesure de battre Shayna Dobson. Fait que j'ai Casey O'Neill par rear naked choke au round 2. Ensuite, Chas Kelly, Jamal Emmers, combat weird. La question va toujours être, est-ce que Jamal Emmers, si Jamal Emmers est capable de ne pas trop se faire takedown par Chas Kelly, il va aisément gagner ce combat-là. Bien meilleur range striker, probablement même un meilleur striker dans la pocket que Chas Kelly, même si Jamal Emmers est beaucoup plus confortable at range que dans la pocket, mais Chas Kelly, juste pas un striker, c'est pas du Ben Askren striking son affaire, mais c'est pas loin. Mais il est weird, Chas Kelly, puis c'est ça. Dans le clinch, Emmers, généralement, défend bien les takedowns. Moi, je suis quand même confiant là, pour Emmers dans ce combat-là. L'affaire, c'est que Skelly est weird. Il est juste weird. Il faut aller chercher un trip bizarre ou une affaire qui. Ça peut. S'il trouve un takedown bizarre qui marche à répétition sur Emmers, Skelly peut gagner ce combat-là. C'est un peu un stretch. Fait que c'est pour ça que j'ai Emmers par décision ici. Mais c'est faisable pour Chas Skelly. Et c'est très, très, très faisable. Ensuite, Ayman Zahabi, Draco Rodriguez. Oh là 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 là, Heyman, je veux juste qu'il me montre quelque chose dans ce combat-là, parce que oui, son style est déjà très calculé à la base, pas quelqu'un qui prend des chances pour rien, mais tabarnouche que ça a fait mal, là, le regarder à son dernier combat, juste le voir ne rien faire, puis se faire outbox par un gars qui aurait dû battre, puis Draco Rodriguez, c'est un gars qu'Ayman Zahabi a les skills pour battre, mais c'est un gars qui est encore plus agressif qu'un Vince Morales, c'est un gars qui ne va même pas donner le temps, vraiment à Ayman Zahabi d'établir sa petite game. Puis oui, comme j'ai dit, Ayman a beaucoup plus de skills que lui, puis il est capable de défendre la majorité des choses que Draco fait, puis
À partir de là, d'être capable de counter, peut-être d'aller chercher des bons takedowns. Il faut faire attention parce que Draco, il a une bonne garde, puis il est très, très, très agressif au sol en général. La majorité de ses wins sont par soumission. C'est un gars qui est capable de faire du dommage avec ses mains aussi. C'est un bon fucker qui va de l'avant. C'est un scrappy fighter, un peu à la Anthony Fluffy Hernandez, je vous dirais. Il don't give a fuck, lui. Il essaie pas vraiment d'arriver là avec un game plan, veut laisser aller ses mains, ça va au sol, va essayer de te soumettre de sa garde, va essayer de te soumettre d'un peu partout où il est. Puis c'est ça qui fait de lui un combattant dangereux, mais selon moi, manageable. Pour un gars comme Eamon Zabi, l'affaire, c'est que oui, son combat contre Ricardo Ramos, c'est juste brutal ce qui est arrivé. Puis c'est peut-être normal qu'à son combat d'après, qui était celui contre Morales, ça a été un peu plus slow qu'à l'habitude, son approche. Mais déjà, quand on approche, quand on pace, et pas super rapide, et que tu es plus un combattant, je ne veux pas dire défensif, parce qu'Eamon Zabi travaille très très bien autant debout qu'au sol, est extrêmement skilled. Le problème, des fois, c'est qu'il ne pousse pas le plus gros pace. C'est pas un combattant qui pousse le plus gros pace. Basically, j'essaie de chercher d'autres mots pour dire la même crise d'affaires. Je vais arrêter de m'éterniser cette style d'affaires-là. Basically, Draco Rodriguez, c'est un crise de malade mental, puis il va courir après. Puis si Eamon ne réussit pas à établir sa game, ça va être dur pour lui dans ce combat-là. Puis je ne l'ai pas vu être capable d'établir sa game dans son dernier combat. Puis ça me fait peur. Fait que je vais pick Rodriguez à contre-cœur ici. Puis ce que j'espère qu'Eamon va être capable de gagner parce qu'il est bon. Puis si il réussit à reprendre cette confiance-là qu'il avait avant de se faire brutalement knocker par Ricardo Ramos, je pense qu'il peut devenir encore un bon espoir dans cette division-là, les 135 livres, mais j'ai comme l'impression qu'avec son activité des dernières années, la division est peut-être en train un peu de move on sans lui, puis c'est comme vraiment plate. J'espère qu'il va gagner, mais je ne sais pas si je suis 100% confiant. Maintenant, premier combat de la soirée, Sergey Spivak contre Jared Vanderaa. C'est un gars qui a de la technique, mais qui n'est pas nécessairement très physique pour un heavyweight, contre un gars qui est très, très, très physique pour un heavyweight, mais qui n'est pas nécessairement full de technique. J'aime toujours pick la technique, donc je vais aller avec Spivak, mais on s'entend qu'à heavyweight, des fois, t'es juste mieux de pick le gars le plus physique des deux. L'affaire, c'est que j'ai vu Spivak gagner contre des Tuivasa, puis des gars de même, puis est-ce que Vanderaa est meilleur que Tai Tuivasa? Pas vraiment, presque assurément non, même, je dirais. Donc, pour cette raison-là, j'ai Spivak par décision. Puis j'ai pris bien plus de temps que je voulais pour vous parler de cette petite carte-là. Fait que laissez-moi un like, sinon vous êtes vraiment plate. Puis commentez. Si n'importe quel mot de niaiserie vous voulez bien dire dans les commentaires, je sais pas, man. Faites bien ce que vous voulez, dans le fond, man. On s'en reparle plus tard cette semaine.